Tu regardes le 7e des 10 épisodes de la série 2023, l'Afrique aux urnes. Dans cette vidéo, je t'explique les enjeux de l'élection présidentielle au Gabon. Partager la famille, c'est le Gabon qui gagne. Il y a des gens qui aiment dire partager la famille, c'est le Gabon qui gagne, mais des cons. Le Gabon ne gagne pas, même un petit match, le Gabon ne gagne pas. Bienvenue sur le projet Bicalique, l'espace d'expression et de promotion de l'actualité africaine. L'objectif de cette chaîne est de t'encourager à t'intéresser à l'actualité socio-politique et culturelle du continent. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Bon visionnage. Commençons par les présentations. Voici l'histoire du Gabon moyennement accélérée. Avant toute chose, il faut préciser que c'est au Gabon qu'il y a les traces de vie pluricellulaires les plus anciennes jamais connues. Elles remontent à plus de 2 milliards d'années. En ce qui concerne la civilisation humaine, il existe des traces d'un peuplement historique qui remontent à plus de 400 000 ans. La région du Gabon était habitée par des pygmées depuis des millénaires. À partir du premier millénaire de notre ère, les peuples bantous envahissent la région. Ils forment encore la base de la population actuelle. Les Fang, les Pongouais et les Mienais s'installent ensuite. Certains de ces groupes ont établi des royaumes et des sociétés complexes. Au cours des siècles suivants, plusieurs royaumes côtiers ont émergé, tels que le royaume de Luango et le royaume de Kakongo. Les Européens arrivent au XVe siècle. D'après les manuels scolaires, le nom du Gabon viendrait du portugais Gabao, qui signifierait Caban, en rapport avec la forme de l'estuaire qui borde les côtes de Libreville. Mais il est très probable que le nom Gabon ait été emprunté aux populations locales. Néanmoins, les Portugais suivis des Hollandais s'installent sur les côtes et pratiquent le commerce des esclaves jusqu'au XIXe siècle. À partir du XIXe siècle, la France a commencé à établir sa domination sur la région. Le 9 février 1839, Anchoua Kowe Rapochombo, dit le roi Denis, signe un traité dans lequel il s'engage à céder à perpétuité son royaume à la France en échange de 20 pièces d'étoffe, 10 barils de poudre, 20 fusils à un coup, 2 sacs de tabac, 1 baril d'eau de vie, 10 chapeaux blancs. Lorsque la France abolit l'esclavage en 1848, elle renomme cette région côtière connue sous le nom de Côte des Esclaves. En 1849, elle lui donne donc le nom Libreville, qui signifie littéralement « ville libre » en français. L'idée derrière est que la ville serait un refuge pour les esclaves libérés. Libreville deviendra plus tard la capitale du Gabon. En 1886, la France intègre le pays dans son immense empire colonial. Dès 1888, le Gabon est fusionné avec le Congo sous le nom de Gabon-Congo, puis en 1898 sous le nom de Congo français. En 1905, la France accapare de nouveaux territoires habités afin d'augmenter les retombées de la taxe coloniale. Des gardes coloniaux entreprennent de torturer les paysans et de violer les femmes, autant d'éléments qui finissent par exaspérer les communautés autochtones. Ainsi, les Fang qui résistaient déjà aux Européens esclavagistes au XIXe siècle combattent l'exploitation coloniale et l'administration française, avec notamment Emmanuel Tollet, puis le mouvement des Bismarck entre 1907 et 1910. Les Mitsogo, commandés par Mbombe, s'opposent dès 1903 à la pénétration de leur territoire par les Français. Son neveu Mavoroulou Nyonda Makita mène une véritable insurrection de 1907 à 1912. Dans le sud, le guerrier Wongo s'attaque à la présence coloniale au Gabon dans les années 1928 à 1929. À bout de souffle, les Français utilisent leur milice coloniale pour terroriser les populations. Ils ont ensuite morcelé les territoires hostiles pour mater les rébellions. En 1910, le pays est intégré dans l'Afrique équatoriale française. En 1940, les Français importent la Seconde Guerre mondiale sur le sol gabonais. Le 12 octobre 1940, le général de Gaulle autorise la mise en place d'un plan pour l'invasion du pays. C'est ainsi que le Gabon, autrefois tenu par des vichistes, passe dans le camp de la France libre. En 1946, le Gabon devient un territoire d'outre-mer. Des mouvements de résistance et des revendications pour l'indépendance prennent de l'ampleur. Les Gabonais revendiquent leur droit à l'autodétermination. Ils obtiennent finalement leur indépendance de façon pacifique le 17 août 1960. Léon Mba est devenu le premier président du pays. Invoquant Dieu et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais, et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise.
Au soir de l'indépendance, il décide tout de même de faire un coup d'État institutionnel. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 1960, il fait arrêter Paul Gondjou, alors président de l'Assemblée nationale. Le 21 janvier 1964, il dissout l'Assemblée nationale, chasse les opposants du Parlement et impose le Bloc démocratique gabonais comme parti unique. Je crois que l'opposition contrarierait nos desseins. Il faut absolument qu'il y ait un parti unique. Du reste, ça se ressent dans tous les autres États de l'Afrique où actuellement certains ont adopté le régime présidentiel, alors qu'il y a 2 ou 3 ans, c'était le régime parlementaire qui était en vogue. Un mois plus tard, coup d'État. 150 militaires gabonais dirigés par les lieutenants Jacques Mombo et Valère Esson arrêtent le président Léon Mba. Qu'un coup de feu n'est tiré, pas de morts, pas de blessés. J'ai dépensé 920 000 francs pour payer le coup d'État de 64, pour acheter du pain, des boîtes et des jus. C'était tout. Les raisons étaient très simples. Nous venions d'accéder à une marche supérieure de notre évolution. Et vous pensiez vraiment que nous allions continuer l'indépendance avec un président colonisé? Allez, Léon Mba n'était pas notre président après la colonisation. Il était notre président pendant la colonisation, oui. Mais il était colonisé à fond. Il n'allait pas pouvoir nous organiser ce que nous attendions. C'est tout. Et le député Jean-Léon Obam, principal opposant à Léon Mba, est déclaré président. Après avoir été informé par Albert Bernard Bongo, le chef de cabinet du président, le président français envoie ses troupes qui matent les putschistes dans le sang. Le gouvernement provisoire est renversé et Léon Mba redevient président. Après cela, Léon Mba emprisonne plus de 150 de ses opposants. Jean-Hilaire Obam écope d'une peine de 10 ans de travaux forcés et d'un exil de la même durée. Il disait qu'ils étaient méchants, que les enfants qu'il a fait intégrer dans l'armée, qui étaient bien avec lui, et que c'est eux qui viennent lui faire un coup d'État. Et surtout le nommé Sono là, qui était presque un voisin et un parent au président Léon Mba. Il vient lui faire un coup d'État. Il était furieux. Il était furieux contre tous ces hommes. Après ces événements, le président Mba vit reclus dans son palais présidentiel protégé par les militaires français. Il est mort à Paris le 28 novembre 1967 des suites d'un cancer. Suite à ce décès, Albert Bernard Bongo succède au président Léon Mba à la tête du pays. Il instaure le régime du parti unique avec la création du Parti démocratique gabonais. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Il développe l'économie du pays autour de l'exploitation forestière, minière et pétrolière. En 1973, il se convertit à l'islam et devient Omar Bongo. L'ancien des services secrets français devient l'une des pièces maîtresses de la France-Afrique. Il assoit son pouvoir. Il met le pays à la disposition des Français qui s'en servent comme de barres arrière pour mener des guerres dans la région. Et pour la première fois de son histoire, le Gabon connaîtra une vague d'assassinats et de tentatives d'assassinat politique. Le 17 septembre 1971, l'opposant Germain Mba, principal adversaire d'Omar Bongo, est assassiné devant sa famille. Son corps est enlevé, on ne le retrouvera jamais, c'est le premier opposant assassiné dans le pays. Le 19 juillet 1977, Ndouna Depeno, opposé au régime d'Omar Bongo, est assassiné près de son domicile à Libreville. Le 16 août 1989, Jean-Hilaire Obam et sa famille échappent à une tentative d'assassinat, un attentat perpétré par des extrémistes pro-gouvernementaux. Sous la pression de la rue, Omar Bongo organise une conférence nationale en 1990. Elle aboutit au rétablissement du multipartisme. Le 23 mai de la même année, la mort suspecte de l'opposant Joseph Rendjambé déclenche des émeutes à Libreville mais surtout à Port-Gentil. Là encore, la France intervient militairement. Après la conférence nationale, le président Bongo réussit tout de même à se maintenir au pouvoir malgré la pluralité des offres politiques. Il restera au pouvoir jusqu'à sa mort à Barcelone en 2009. Conformément à la Constitution, la présidente du Sénat, Rose Francine Rogombe, exerce la fonction de présidente de la République. Elle assume l'intérim pendant plus de 4 mois et organise les élections.
Malgré la contestation des résultats, la Cour constitutionnelle présidée par l'une des compagnes du président défunt désigne Ali Bongo comme vainqueur. Ainsi, le fils succède au père à la tête du pays. Au Gabon, la politique au sommet de l'État est très souvent une affaire de famille. Le 31 août 2016, à la suite de nouvelles élections présidentielles, la commission électorale annonce qu'Ali Bongo remporte le scrutin, avec seulement 5000 voix d'avance sur son ex-beau-frère et opposant Jean Ping. En effet, Jean Ping est l'ex-compagnon de Pascaline Bongo, la grande sœur d'Ali Bongo, mais il est aussi le petit frère de Redjambe, l'opposant dont la mort suspecte avait fait basculer le pays. Pour revenir aux élections, l'opposition dénonce immédiatement les résultats, car même les résultats officiels accablent le parti présidentiel. En effet, les chiffres officiels montrent que Jean Ping a gagné dans 6 de 9 provinces du pays. L'opposition et les observateurs internationaux constatent des fraudes dans la province du Haut-Ogooué, fief d'Ali Bongo, où la participation s'élève à plus de 99%. Des émeutes éclatent, des manifestants brûlent l'Assemblée nationale, certains se réfugient dans le QG de Jean Ping, les forces de l'ordre interviennent à balles réelles, environ 27 Gabonais seront tués. Le 24 octobre 2018, Ali Bongo est victime d'un AVC à Ria. Tandis que le gouvernement évoque une fatigue sévère due au surmenage, la classe politique s'interroge sur la transition à mettre en œuvre. Mais la Cour constitutionnelle ne constate pas la vacance du président. Et le 14 novembre 2018, Marie-Madeleine Bouranto annonce que l'institution dont elle est à la tête depuis bientôt 27 ans a modifié la Constitution. En effet, le nouvel alinéa ajouté à l'article 13 de la Constitution permet de constater l'indisponibilité temporaire du président Ali et confère certaines de ses fonctions au vice-président Pierre Manganga Moussavou. C'est parce que le président de la République n'était pas décédé, donc on ne pouvait pas constater la vacance. À ce moment-là, il était indisponible momentanément. Le fait qu'il soit, à l'époque, en 2018, diminué, les pouvoirs publics compétents ne pouvaient pas saisir la Cour constitutionnelle pour constater la vacance parce que ces dispositions n'étaient pas prévues dans la loi fondamentale de l'époque. Et la Constitution ayant été modifiée, c'est la raison pour laquelle c'est le vice-président qui avait assuré cet intérim, mais de manière très courte. Le 7 janvier 2019, un commando de 6 hommes mené par le lieutenant Ondo Biankeli tente de renverser le régime du président Bongo, alors hospitalisé au Maroc. Le GIGN intervient, 2 des 6 mutins sont tués et les autres écopent d'une peine de prison de 15 ans. Même si le président a réussi à garder le fauteuil présidentiel, ses opposants se questionnent sur ses réelles capacités à diriger le pays. En 2023, il se présente pour un 3e mandat. Le rôle du président de la République est défini dans le titre 3 de la Constitution gabonaise. Il est le chef de l'État, il est garant de l'unité nationale et de l'indépendance de la nation. Il assure le respect de la Constitution, veille au fonctionnement régulier des institutions et représente le Gabon sur la scène internationale. Il exerce le pouvoir exécutif. Il doit être élu au suffrage universel direct pour un mandat passé de 7 à 5 ans. Il n'y a pas de limitation de mandat présidentiel au Gabon. Pour être candidat à l'élection présidentielle au Gabon, il faut être de nationalité gabonaise de naissance, jouir de ses droits civils et politiques, avoir moins de 35 ans et avoir résidé sur le territoire national pendant 12 mois, au moins avant la date de dépôt des candidatures. Avant de parler des enjeux, il est important de recontextualiser la situation. Le 26 août 2023, il y aura en réalité 3 scrutins en simultané. Ce sera la première fois que les Gabonais voteront en même temps pour les municipales, les législatives et la présidentielle. Même si c'est la présidentielle qui nous intéresse, les choses ne sont pas aussi simples. Le jour J, dans l'isoloir, chaque électeur aura en face de lui 2 urnes. Une urne pour les locales, où il suffit de glisser le bulletin contenant la liste de son choix. Jusqu'ici, tout va bien. C'est dans la seconde urne que les choses se compliquent, mais je t'explique tout point par point. Parlez-moi point par point, parce que, vous savez, je n'aime pas les spaghettis. En fait, cette urne expérimente le bulletin unique. On y vote à la fois pour les législatives et pour la présidentielle. Il y aura donc 3 types de bulletins. Un type de bulletin avec les images des candidats indépendants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de parti politique. Un autre type avec les images des candidats à la législative qui soit n'ont pas de parti politique, soit leur parti politique ne présente pas de candidat à la présidentielle. Et enfin, le bulletin avec les images des 2 candidats du même parti, celui à la députation et celui à la présidentielle. Une situation inédite qui est même susceptible d'être en défaveur du parti au pouvoir. Mais on constate surtout que ce nouveau système permet d'une part de garantir une majorité à l'Assemblée nationale au président élu
et d'autre part de freiner l'union des oppositions. Au-delà de ça, les enjeux restent multiples. La fraude des élections reste toujours une préoccupation majeure, d'où la crainte des violences post-électorales. Le pays fait aussi face à de nombreux chantiers. La question de la diversification économique reste centrale. Le Gabon est l'un des rares en Afrique classés comme pays à revenus intermédiaires supérieurs. Mais cela ne se ressent pas ni au niveau des infrastructures, ni même au niveau de la vie quotidienne des Gabonais. Là sont les principaux défis auxquels il faudra répondre. Pour répondre à ces enjeux, 19 candidats ont été validés pour le CGE. On commence par Albert Ondossa, 69 ans, professeur agrégé en sciences économiques et de gestion. Son CV est aussi complet qu'une encyclopédie. Dire qu'il est expérimenté est un euphémisme. Il a été ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sous l'ère Omar Bongo. Il se présente pour la deuxième fois depuis 2009 en tant que candidat indépendant. C'est d'ailleurs l'un des rares candidats qui n'a pas été membre du Parti démocratique gabonais. Son programme est axé sur l'éducation, la santé, le développement des infrastructures. Le problème de la vie chère, c'est un problème courant dans tous les pays du monde. Ce que l'État doit faire, c'est créer des externalités, c'est-à-dire ce qui permet au marché de se déployer. Essentiellement les infrastructures routières, les infrastructures de transport. Dès que les infrastructures fonctionnent de manière tout à fait cohérente et satisfaisante, les prix baissent. On continue avec le candidat sortant Ali Bongo Ondimba, 64 ans, président du Gabon depuis 2009. Il est le fils de son prédécesseur Omar Bongo Ondimba, resté au pouvoir pendant 42 ans. Sa mère n'est nulle autre que la star de la chanson Patience Dabani, mais lui aussi a les gènes de la musique. Love and peace of mind. Sous la présidence de son père, Ali Bongo a occupé de nombreuses fonctions ministérielles, mais c'est en 1999 qu'il prend réellement de l'ascension lorsqu'il prend la tête du ministère de la Défense en remplacement de son oncle, l'ancien chef d'état-major, le général Idriss Ngari. En 2009, lorsqu'il prend la tête du pays, il surprend en ne s'inscrivant pas dans la continuité de son père. En effet, il initie des grandes réformes administratives et politiques. Il engage de grands travaux. Il crée une zone économique d'intérêt stratégique. De nombreuses agences gouvernementales, notamment dans l'éducation, avec l'Agence nationale des bourses du Gabon, ce qui permet d'augmenter drastiquement le nombre d'étudiants qui bénéficient des bourses. Dans le domaine forestier, le Gabon sera même le premier pays africain payé pour ses efforts considérables engagés en faveur de la lutte contre la déforestation. Malgré quelques réussites au début de sa présidence, son bilan en fin de mandat reste mitigé. De nombreuses promesses non tenues et le pays continue à baser son économie sur l'exploitation des richesses naturelles. Pareil pour son second mandat. Beaucoup de promesses mais très peu de réalisations au final. Le taux de chômage est à 30%, l'insécurité est grandissante, l'accès aux soins se dégrade. Néanmoins, il a été investi par son parti, le Parti démocratique gabonais, pour obtenir un troisième mandat. Vous dormez, mais je n'entends pas. Ensuite, Raymond Donsima, 68 ans, économiste de formation. Il est connu pour avoir créé l'une des compagnies de transport terrestre les plus populaires dans le pays. C'était un ancien membre du Parti démocratique gabonais. Il était le premier ministre chef du gouvernement de Ali Bongo. C'est sa deuxième candidature. Il est présenté comme un technocrate avec un programme axé sur l'économie. L'année dernière, le Gabon a encaissé plus de 300 milliards de recettes exceptionnelles qui n'étaient pas attendues. J'ai écrit un papier et fait une proposition en disant la Caisse nationale de sécurité sociale qui concerne tout le monde, son problème pourrait être résolu si on prenait 85 milliards dans les 300 milliards et de boucher l'ensemble des trous de la CNSS pour amener le calme, l'attitude là-dedans. Donc, quand on me dit que je donne des réponses techniques, je dis que la plupart des questions auxquelles j'essaie d'apporter une réponse ont une origine politique. On continue avec Pierre Claver Manganga Moussavou. En 1990, il crée le Parti social-démocrate gabonais dès l'avènement du multipartisme. Il fut ministre sous l'ère Bongo Père et vice-président de la République sous l'ère Bongo Fils. Mais rappelez-vous, au Gabon, au sommet de l'État, la politique est très souvent une affaire de famille. Pierre Claver Manganga Moussavou aura comme adversaire nul autre que son fils, Biendie Manganga Moussavou,
membre du bureau politique du parti présidentiel, beau-frère du chef de l'État et ancien ministre. Pierre Claver Manganga Moussavou se présente sous les couleurs de son parti, le PSD, pour mettre en œuvre sa politique, la provincialisation. La détermination de cette politique de provincialisation, de déconcentration et de décentralisation qui devrait être la raison même pour les populations gabonaises de voter Pierre Claver Manganga Moussavou au présidentiel et de voter pour les candidats du PSD tant aux législatives qu'aux élections locales. Alexandre Barraud-Chambrier, économiste de formation, a lui aussi occupé de nombreuses fonctions ministérielles, aussi bien sous l'ère Bongo Père que Bongo Fils. Entre autres, au ministère des Mines, au ministère du Développement, au ministère de l'Économie forestière, des Eaux et de la Pêche, au ministère de l'Économie et des Finances. La politique étant très souvent une affaire de famille au Gabon, Alexandre Barraud-Chambrier n'est autre que le fils de Marcel Éloi Chambrier, premier pédiatre du Gabon et fondateur de la première polyclinique privée du pays. Chambrier père avait été condamné à 10 ans de prison pour avoir accepté de faire partie du gouvernement provisoire des putschistes lors du coup d'État de 1964. Il sera libéré 3 ans plus tard. Il redynamise sa carrière politique aux côtés de Bongo Père. Il fut même l'un des membres fondateurs du Parti démocratique gabonais. Mais revenons au fils. Alexandre Barraud-Chambrier se présente sous les couleurs du Rassemblement pour la patrie et la modernité, le parti dont il est le président. Il compte sur son expérience pour convaincre les Gabonais. Je me présente au suffrage de mes concitoyens sur la base de mon expérience. Nous avons un retard de développement considérable qui nécessite qu'un effort particulier devra être fait. Il faut accroître la richesse. On poursuit avec Paulette Missambo, 71 ans. C'est l'une des 2 seules femmes candidates à cette élection présidentielle. Ancienne membre du PDG, elle a occupé de nombreuses fonctions ministérielles, mais c'est sans doute l'une des rares à avoir un bilan. En tant que ministre de la fonction publique, elle a conduit la réforme du statut général des fonctionnaires et a régularisé plusieurs situations administratives. En tant que ministre de l'Éducation nationale, elle a conduit la plus grande opération de construction d'écoles que le pays ait jamais connue. Elle est la seule femme élue présidente d'un parti politique au Gabon. Elle se présente aux couleurs de l'Union nationale, l'un des principaux partis d'opposition. Les années 90, nous avons mis en place des institutions républicaines, mais qui depuis lors se sont égarées, c'est-à-dire que ne suivent pas forcément le processus démocratique. Mon ambition, c'est justement de faire en sorte que ces institutions soient imprégnées d'un fonctionnement démocratique. Même l'administration, elle soit au service de tous. Alors, mon projet s'intitule « Restaurer la République pour rendre aux Gabonais leur dignité et leur fierté ». Elle est l'initiatrice de la plateforme Alternance 2023. Ce mouvement politique rassemble les candidats majeurs de l'opposition tels que Albert Ondossa, Raymond Dongsima, le révérend Mike Dokdan, Terence Nyembu que je n'ai pas présenté et Alexandre Barraud-Chambrier. Au moment où je fais le montage de cette vidéo, c'est Albert Ondossa qui a été désigné comme candidat consensuel de cette plateforme. Pour résumer, le Gabon se prépare à un moment crucial de son avenir politique. D'abord parce que, contrairement à ce qui s'est passé dans les années 2000, la victoire du parti présidentiel, le PDG, n'est pas garantie. Même si la fraude reste une préoccupation majeure, ces élections sont en réalité un test pour la démocratie du pays. C'est l'occasion d'éprouver le nouveau mécanisme des votes. Au-delà des enjeux politiques, le pays fait aussi face à de nombreux défis, notamment dans les domaines de l'économie, la santé, l'éducation et la sécurité. Pour ma part, en tant que Gabonais, c'est la première fois que j'assiste à une vraie campagne. Les injures, les invectives ont laissé la place au combat des idées, projet contre projet. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. On se retrouve le 6 octobre prochain pour le 8e épisode de la série sur les élections présidentielles au Libéria. Merci, ciao ciao.